Bienvenue de nouveau à tous à cette session de webinaire. Donc, on a l'habitude avec notre association d'organiser ce type de formation. Ça s'intègre totalement en fait dans notre mission. Donc, notre mission qui est d'aider les acteurs du changement qui partagent l'une de nos trois causes. Donc, les causes de durabilité, de résilience et de justice sociale, donc à développer leur visibilité sur les moteurs de recherche et ce donc via le référencement. Donc, on a trois champs d'intervention, trois domaines d'expertise pour pouvoir aider ces acteurs du changement, vos initiatives positives. Alors, Rémi, si tu peux juste aller à la petite slide de nos champs d'intervention. Hop, comme ça vous permettra donc. C'est juste après, Rémi. Super. Donc oui, trois domaines d'expertise pour aider un petit peu vos impacts positifs à être boostés. La première étant notre boîte à outils. Donc on met à disposition plein d'articles, de vidéos, de formations comme celle-ci, de conseils, d'audits gratuits. Là aussi pour vous permettre de développer vos connaissances autour de ces sujets, et donc en autonomie. On a également la partie agence. Alors hop, Enzo, je vais me permettre de couper ton micro. Hop. Voilà, on a également la partie agence. Donc là, on propose des services de référencement payants, donc SEA, SEO également, et AdGrants. Donc ça, c'est pour les associations qui peuvent bénéficier de 10 000 $ de budget publicitaire, voilà, pour communiquer sur leur cause. Donc on a ces trois services-là, et là, c'est plutôt pour voilà, les acteurs qui n'ont pas forcément le temps ou les compétences en interne de gérer ces sujets-là. Et enfin, notre dernier domaine d'expertise, ou enfin projet, qui est un petit peu en stand-by actuellement, mais on a donc le lobby citoyen. Donc ça, c'est un projet qui illustre vraiment notre volonté, en fait, de mettre plus de justice dans les moteurs de recherche. Et donc, on essaye de faire changer les législations au niveau européen pour forcer les moteurs de recherche à prendre en compte plus de critères sociaux et environnementaux dans l'affichage des résultats de recherche. Donc là aussi, c'est pour donner un petit peu plus de visibilité aux acteurs du changement, donc via ces trois domaines d'expertise. Je vais vous laisser juste le lien de notre association, enfin du site, juste après, voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces domaines-là ou consulter la boîte à outils. Et puis, sans plus attendre, écoutez, je vais laisser la parole à Rémi. Merci pour votre écoute. Ok, super Mégane. On fait un point rapide. Est-ce que l'affichage est bon? Parce que c'est moi qui partage l'écran, mais est-ce qu'il y a des choses qui gênent ou est-ce que c'est bon? Alors, de Alors, mon c'est côté, en bon. tout cas, ça s'affiche bien. Ouais. Ok, super. Il n'y a pas la barre en haut de Zoom qui gère ou autre, qui gêne Non, hein. Non. Hop, voilà, j'ai réussi à les enlever. Ok, super. Eh ben, en avant, merci à tous d'être là pour ce webinaire. Il va être plutôt intense parce que c'est un nouveau format. C'est normalement 2 webinaires qu'on a fusionnés. Il va y en avoir qu'un seul et au lieu de 4 heures, ça va tenir en 1h45. Donc, ça va être plutôt intense. Mais vous allez voir, ça va être sympa. Et puis, Megan, tu nous as fait des slides de fou, là. J'ai intégré un GIF sur la diapositive. Je crois que je suis même pas capable de le faire. Donc, super, merci. Ensemble, aujourd'hui, on va parler SEO. Et avant de vous expliquer un petit peu comment va s'organiser les différentes étapes qu'on va regarder ensemble, je veux revenir sur la base. Qu'est-ce que c'est le SEO? Ben, le SEO, c'est lié à l'optimisation des résultats naturels dans les moteurs de recherche. SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, optimisation des résultats dans les moteurs de recherche. Ici, vous avez un visuel, on parle clairement de ce qui est encadré en bleu. Ce qui est encadré en jaune, ce sont les pubs. On peut les mettre en place via AdWords, ça s'appelle le SEA. À droite, vous avez Google Shopping qui est autre chose. Et en dessous, vous avez les résultats naturels, dits légitimes. Le SEO, c'est ça. Si vous travaillez bien sur votre site, si vous déployez tout ce qu'il faut déployer correctement sur votre site, ben, vous pourrez apparaître dans cet encadré-là, cet encadré bleu, où il y a des liens naturels. Ça ne vous coûte rien, entre guillemets, hormis le travail que vous avez fait en amont. Et chaque clic sera obtenu de manière gratuite, contrairement aux autres espaces, et notamment
la partie SEA où il faut payer pour apparaître via la plateforme AdWords et où on va payer à chaque fois qu'un clic est obtenu. Donc, c'est deux logiques complètement différentes, le SEA et le SEO. Bien évidemment, c'est complémentaire. Le SEA, on paye, c'est immédiat. Et en fonction des clics obtenus, on a une facture qui nous arrive tous les mois. Donc, c'est très efficace à court terme. Par contre, le SEO, ça peut être un travail un peu plus de longue haleine, un peu plus un marathon. On ne va pas apparaître à court terme, mais si on fait bien les choses, à moyen terme ou à long terme, on peut être là, on peut avoir des clics gratuits et on peut y rester si on a vraiment bien fait les choses. Donc, c'est deux choses, deux stratégies, deux manières d'apparaître sur les moteurs de recherche qui sont efficaces et complémentaires. On va beaucoup parler de Google parce que c'est bien évidemment le moteur de recherche qui domine le marché et qui est aussi le plus avancé technologiquement parlant. Mais bien évidemment, chez Bing, on va retrouver la même logique avec Bing Ads et la possibilité d'apparaître en tant que résultat naturel sur Bing, etc., etc. Il y a d'autres moteurs de recherche, mais Google, à l'heure actuelle, je crois, occupe plus de 94% des parts de marché. Donc, bien évidemment, on va parler de celui-là qui domine. Il est très avancé technologiquement et ça, c'est aussi intéressant pour nous parce que ça veut dire que si on comprend Google et si on fait bien les choses pour Google, mais presque automatiquement, on va aussi bien faire les choses pour les autres moteurs de recherche qui sont un peu moins bien développés et qui arrivent juste après. Donc voilà, mettons la barre assez haut pour obtenir les meilleurs résultats à tous les niveaux avec les différents moteurs de recherche existants. Alors, le webinaire va s'organiser en deux grosses parties. Vraiment, si au fur et à mesure qu'on avance, vous avez des questions, mettez-les dans le chat, on les note, mais on le verra vraiment à la fin du webinaire, une fois que j'aurai traité le sujet dans sa globalité. Sinon, vous risquez de trouver vos réponses à vos questions dans quelques slides. Donc voilà, mais n'hésitez pas dans le chat à mettre vos inquiétudes ou vos interrogations. La première partie de ce webinaire consiste un peu à réfléchir sur est-ce que je devrais faire une refonte de mon site ou pas. Voilà, on se met dans la peau des directeurs de com, marketing, directeurs d'entreprise, directeurs d'association, et on va voir un petit peu quelles sont les alertes que l'on devrait sentir lorsqu'une refonte est nécessaire. On va voir aussi un petit peu qu'est-ce qu'on a à y gagner, qu'est-ce qu'on a à y perdre. Donc, on va prendre la température et on va se poser les bonnes questions au niveau de la réflexion que l'on doit faire en amont concernant une refonte. Et puis la partie 2, ça y est, on a décidé de se lancer. On va réaliser une refonte et on va partir un petit peu sur une sorte de checklist de qu'est-ce qu'il va me falloir faire, qu'est-ce que je ne dois pas oublier, par où commencer, etc. Donc, on sera un peu plus dans l'opérationnel. On va regarder les différents points vraiment beaucoup plus en détail. Alors, quelles sont les opportunités et menaces si j'envisage de faire une refonte? Alors, dans quel cas est-ce que je devrais faire une refonte? C'est ça la question à se poser. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui sont vraiment critiques. Aujourd'hui, si on a par exemple un site qui n'est pas mobile friendly, c'est-à-dire qui s'adapte mal aux portables, aux tablettes, aux différents supports qui peuvent exister, c'est critique. De plus en plus d'utilisateurs vont sur ces supports-là, consultent le web de cette manière-là. Avant, les parts de marché étaient vraiment sur le desktop, sur les ordinateurs, sur les grands écrans. Plus les années passent, plus les mois passent, et plus ce rapport est en train de se transformer. On est sur du 60% utilisation mobile sur la majorité des comptes que l'on suit à la réponse. Donc, c'est pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu. Plus de 6 personnes sur 10 en moyenne utilisent les mobiles et ça va, je voulais dire s'aggraver, mais non, en fait, c'est des utilisations qui changent des gens, donc c'est normal. Et avant, on pensait des sites qui s'adaptaient, enfin, qui étaient pensés pour PC et qui allaient s'adapter à des tablettes, à des mobiles, à des téléphones portables. Maintenant, on en est vraiment à penser à l'envers, c'est-à-dire on va développer des sites mobiles qui vont ensuite pouvoir s'étirer pour apparaître sur des tablettes ou sur des PC. On est vraiment beaucoup plus dans cette réflexion-là en 2023. Donc, si votre site n'est pas du tout mobile friendly, c'est grave. Et ça peut être une des raisons qui puisse vous pousser
à réaliser cette refonte. Avoir un site qui est mal codé ou qui a un code qui est vieux ou qui est complètement plus à jour, plus adapté, vous avez fait un site qui marchait très bien en 2010, mais on est en 2023, c'est plus possible. Voilà, ça peut être aussi une autre raison qui va vous pousser à la refonte. S'il y a des changements de technologie, si les choses ont beaucoup changé, si vous êtes victime d'attaques aussi de sécurité, parce que plus votre site vieillit et plus il vieillit mal d'un point de vue de sécurité. Donc, ça aussi, ça peut être un problématique. Si votre site est lent, trop lent, et que ça peut pas être arrangé, ben pareil, c'est lié à du vieux code, c'est lié à des anciennes architectures qui n'existent plus aujourd'hui ou qui ont été modifiées, optimisées par les webmasters, par le métier. Donc, bien évidemment, ça devient compliqué. Un site qui n'est pas facilement modifiable aussi de votre côté, ça peut être gênant. Si vous avez des produits, si vous avez un e-commerce, ben, on a besoin très souvent de mettre le prix en valeur, de barrer le prix, l'ancien prix, avoir des photos qui chargent vite, qui sont jolies, etc. On a besoin en permanence de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing sur ces fiches produits pour voir ce qui se vend le mieux, ce qui se vend moins bien, etc. Si on peut pas le faire, si on est limité, et si on a un site qui est vraiment trop rigide, pareil, ça peut être un problème et ça peut vous pousser à vouloir faire une refonte. Une arborescence trop vieille et aussi un menu mal pensé, enfin, voilà, ça peut vous pousser à vouloir refaire votre site. On a connu aussi des cas où vraiment le site était pénalisé à 100% par Google. Donc ça arrive. On peut se faire blacklister par Google. On peut se faire blacklister si on a un site qui est pas sécurisé du tout, qui est problématique pour le web, un site trop vieux, un site qui charge trop lentement. Il y a plein de raisons de se faire pénaliser. Et ça nous est très souvent arrivé aussi d'accompagner des refontes parce que ce n'était plus vivable et c'était plus du tout un support utilisable pour les associations ou entreprises de l'ESS. Donc voilà, ça peut être une autre raison. Impossibilité de suivre la Google Dance aussi, c'est un facteur important. Je vais revenir dessus, sur la Google Dance, mais avant, je voulais rappeler une phrase que je dis toujours. Créer un site sur Internet, c'est un peu comme ouvrir une boutique sur une rue où personne ne passe. Il faut vraiment penser comme ça. C'est pas parce que vous avez un site internet qui est tout nouveau, tout beau, que les gens vont se ruer dessus et vont être contents de le découvrir. Non, vous avez mis votre site en ligne, ben, c'est que la première étape. La deuxième, c'est de faire en sorte que les moteurs de recherche vous considèrent, vous affichent face à votre public et que vous puissiez commencer à le capter. Donc là, c'est très, très important. C'est aussi pour ça qu'il faut se préoccuper de ces éléments-là et des consignes de Google, entre guillemets, avant de se lancer dans la construction même du site Internet. Donc, la Google Dance, c'est quoi et pourquoi c'est important? Ben, la Google Dance, en fait, ce sont les différentes mises à jour qui sont faites au niveau de l'algorithme de Google. L'algorithme de Google, c'est celui qui va, entre guillemets, je simplifie énormément, mais c'est dans le but pédagogique. L'algorithme de Google, c'est celui qui va venir découvrir votre site, qui va le scanner, qui va essayer de le comprendre et qui va décider ensuite si vous apparaissez sur tel ou tel mot-clé, sur telle ou telle recherche, etc. Donc, c'est l'algorithme de Google, c'est vraiment leur petit bijou et c'est l'élément que nous cherchons, experts SEO, webmaster, etc., à comprendre pour essayer de satisfaire. Parce que si on le fait, ben, c'est vous qui allez en récolter les fruits. Donc voilà, cet algorithme, il est attentif à beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui vont être analysées sur votre site. Votre contenu textuel, alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a des choses qu'on peut complètement attraper, par exemple les mots-clés, etc. L'algorithme de Google n'a aucun problème à les scanner, ces informations-là, et à les comprendre. Donc, on a du texte, on a des images, on a aussi des vidéos. Ce sont les trois éléments qui, aujourd'hui, peuvent construire des pages, enfin des éléments qu'on va utiliser pour construire des pages sur Internet et construire des sites Internet. Donc, ce sont les trois éléments sur lesquels l'algorithme de Google s'intéresse. Et lorsqu'il y a des mises à jour, parce qu'il n'arrête pas d'évoluer, cet algorithme, il devient à chaque fois plus intelligent avec les différentes mises à jour. Donc, à chaque fois, il y a des choses qui sont ajoutées et on peut, à une de ces mises à jour, être mis au placard si on ne fait pas gaffe.
Donc là, on le voit, il y a des noms qui sont donnés à toutes les mises à jour de Google. Moi-même, j'ai un peu du mal à les retenir, mais par exemple, Panda, la première, était une mise à jour qui cherchait à vraiment euh, donner des petits bonus aux sites qui ont des textes qualitatifs pour les utilisateurs plutôt que des textes qui ne sont pas du tout intéressants pour les utilisateurs. Donc, il y a cet élément-là qui est arrivé. Penguin a essayé de rendre en évidence les sites qui sont bien connectés à d'autres sites et donc dignes de recevoir de l'autorité et de l'influence, etc., etc. Chaque mise à jour a ajouté une condition de plus pour rendre Google encore plus intelligent et encore plus efficace concernant les liens qu'il donne à l'utilisateur, parce que c'est vraiment ça sa mission en fait. Hein. C'est trouver qui est le plus légitime pour apparaître et être donné sur un plateau aux utilisateurs qui font des recherches. Voilà. Je reviens maintenant aussi sur les autres raisons qui peuvent vous pousser à vouloir réaliser une refonte. Mais des raisons qui peuvent être positives, ben, c'est si par exemple on veut progresser. Si on veut progresser sur notre visibilité, qu'on veut être présent sur plus de mots-clés, sur plus de champs lexicaux qui correspondent à notre produit ou notre offre, ben, ça peut être une raison positive aussi de vouloir passer à la vitesse supérieure. Voilà, si on veut repenser aussi son site, parce qu'on estime qu'il est mal organisé, qu'on répond mal aux besoins des internautes, qu'on répond mal aux requêtes, et que potentiellement on perd des utilisateurs en route, ben, ça peut être aussi un motif très légitime. Si on a envie de repenser l'offre, si on a envie de représenter enfin, de modifier comment on présente tout ce qu'on fait, toutes nos activités, etc., etc., c'est aussi une raison positive. Vouloir changer le design pour quelque chose de plus frais, plus neuf, ça peut être aussi accompagné d'une refonte ben, de tout l'intérieur du contenu, de la structure. Donc ça aussi, ça fait partie des souhaits qu'on peut avoir de progression. Devenir autonome avec un CMS, ça aussi, ça nous a été très souvent évoqué. On a certains de nos bénéficiaires qui sont un peu pris au piège par des vieux contrats signés avec des agences de communication, des contrats qui étaient onéreux, qui les rendaient dépendants, etc., etc. Et bon, ils essayent parfois de sortir de ce genre de relations qui étaient très fréquentes il y a 10-15 ans. Et ben, certains de nos bénéficiaires essayent maintenant d'être maîtres et propriétaires de leur site. Ça devient aussi beaucoup plus facile qu'avant avec les technologies qui ont avancé. Euh, on peut trouver des solutions via WordPress, différents CMS qui nous permettent un peu de gérer ça en interne. Donc voilà, engager une refonte pour cet objectif-là, c'est aussi complètement légitime. Voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions sur certains éléments, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, on y reviendra à la fin. Donc, par où commencer nos réflexions? Ben, dès le départ, je dis systématiquement qu'il faut faire un point sur vos objectifs de communication, d'un point de vue euh, de votre structure. Qu'est-ce que vous voulez que votre site Internet fasse? Est-ce que votre but, c'est d'obtenir des personnes qui vont s'inscrire parce qu'il y a une newsletter mensuelle? Est-ce que c'est d'obtenir des dons de mécènes pour financer les causes de votre ONG? Est-ce que vous voulez vous adresser à des décisionnaires publics, etc., etc. Faites un point sur vos objectifs de communication parce que cet élément-là va être fondamental sur comment le site doit être structuré et quelles vont être les portes de sortie de vos utilisateurs lorsqu'ils vont venir le découvrir. Sur ce sujet aussi, on a fait un autre webinaire, les 4 piliers fondamentaux du SEO, que je vous recommande vivement pour vraiment creuser beaucoup plus en détail le cahier des charges. Mais avoir un cahier des charges dès le départ, c'est aussi très, très important. Il faut essayer de faire sur une feuille blanche, de dessiner un petit peu ce à quoi pourrait vous ressembler votre site, votre menu, votre architecture, avant même de vous lancer sur les logiciels de création de sites. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne aussi, qui est logique, mais tous ne le font pas. Plus on avance dans la construction de sites, et plus ça va être délicat de revenir en arrière. Donc, passez bien par l'étape cahier des charges, simulation sur des feuilles blanches, etc. C'est très important. Faites un point aussi sur qui sont vos personas
vos personal buyers, votre audience aussi, c'est très, très important. Essayez de les identifier. Quelles sont leurs catégories socio-professionnelles, quels sont leur âge, leurs souhaits, leurs actions, etc., etc. Plus vous maîtrisez le public que vous avez en face de vous et les questions qu'ils se posent, et plus vous pourrez donner des réponses, les orienter dans leurs choix, leur proposer des choses sur un plateau, les convaincre, etc., etc. Donc ça aussi, ça fait partie des choses des réflexions qu'on doit avoir impérativement en amont. Pensez également à la manière dont vous allez apporter votre offre. Bien évidemment, on y reviendra un petit peu, mais la page d'accueil de votre site va être un petit peu limitée quant à la structure qu'elle va pouvoir avoir. En général, une page d'accueil va distribuer votre trafic dans les différentes catégories principales de votre site qui sont énumérées dans votre menu principal. Voilà, ça c'est la fonction d'une page d'accueil. Donc, vous êtes limité par rapport à ça. Les pages de votre menu principal, qui sont les pages à un clic de la page d'accueil, sont importantes et là, vous allez pouvoir commencer à y montrer votre offre. Mais il faut faire attention parce que ces pages à un clic de la page d'accueil sont aussi limitées dans leur structure et vont présenter les pages qui sont à 2 clics de la page d'accueil. Vous voyez, il y a un système de construction qui se met en place au niveau du site Internet. Et donc, il faut commencer à réfléchir à où est-ce que je vais mettre mes informations, comment je vais les organiser, comment je peux créer un menu qui n'ont pas pensé sur mon offre, mais sur ce que veulent les utilisateurs et ce qu'ils viennent chercher. Ça, c'est très, très important et très souvent, on intervient pour corriger ça parce que ça a été mal fait. Le site Internet doit être pensé pour ceux qui le consultent et non pas par la structure qui va vouloir mettre son catalogue. C'est complètement ça le problème et on le voit dans 80% des cas, c'est mal fait à ce niveau-là. Donc, réfléchissez à votre offre, oui, à ce que vous proposez et comment vous allez l'amener à votre lecteur. Voilà. Ensuite, ben, je viens de le dire, voilà, il ne faut pas que votre site soit un catalogue en ligne, en fait, hein. Il faut que votre site soit pensé pour l'utilisateur et surtout ce qu'il recherche, parce que comme ça, vous aurez 50% du travail qui est fait. Si l'utilisateur trouve rapidement ce qu'il veut, ben, en 2, 3 pages, bim, vous obtenez ce que vous attendez de lui. Donc, en fait, rendre service à l'utilisateur, c'est aussi maximiser vos chances d'obtenir des conversions et donc de satisfaire aux objectifs de communication. Les conversions, c'est un terme important en marketing, ce sont les actions qui ont été réalisées et que vous mesurez. Donc, par exemple, une inscription à une newsletter, un don reçu, une participation à un événement. Ça va être des actions que vous souhaitez que les gens fassent. Et ces actions-là, on va les appeler les conversions. Et bien évidemment, tout ce que l'on va construire va avoir comme objectif de maximiser le nombre de conversions obtenues. Voilà. On fait un petit point aussi sur les réflexions qu'il faut avoir au niveau technique. Alors, au niveau technique, moi, ce que je conseille, si vous avez vraiment un site existant et que vous êtes dans le cas d'une refonte, normalement, on a un site existant et on part sur un nouveau. OK. Mes conseils sont aussi valables pour la création de sites directement, hein. Si vous n'avez pas fait un site avant, ou si vous aviez juste fait des maquettes, etc., vous êtes plus dans une logique de création de sites et non pas de refonte. Mais si vous avez eu sur Internet pendant plus de 1 an, 2 ans, 5 ans, un site qui a fonctionné, ben, il vous faut passer par les étapes des audits. Pourquoi? Ben, parce que les audits vont vous permettre de savoir sur votre site actuel ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, ce qui ne va pas, ben, vous l'aurez identifié, vous pourrez le corriger sur le nouveau pour pas que ça se reproduise. Et ce qui va, ben, il faut regarder s'il est possible de le sauvegarder pour l'importer sur le nouveau projet. Les audits servent vraiment à capitaliser sur ce qui a été fait et ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a eues par le passé. Donc, faites des audits. Il y a notamment l'audit technique qui est très intéressant, qu'on réalise avec la réponse, que vous pouvez faire par vous-même si vous avez des connaissances avancées et confirmées. Mais c'est très important l'audit technique, on va venir voir
avec votre site actuel, quels sont les mots-clés que vous arriviez à atteindre, quelle est la qualité du contenu que vous aviez, quelle a été la qualité de votre configuration des titres, des liens, etc., etc. On va regarder tout ça. Et tous ces points-là sont importants pour Google. Donc, on regarde un petit peu sur quels éléments vous étiez bons élèves et sur quels éléments il va falloir faire attention et corriger le tir. Donc, voilà, passez impérativement par cette étape. Ici, vous avez un petit listing de ce que je viens de vous évoquer. Voilà. Ensuite, l'audit de situation, c'est un audit complémentaire à l'audit technique. Et celui-là, il va s'intéresser en fait à ce qu'il se passe sur Google à votre niveau. Donc, cet audit de situation va nous permettre de voir quel est le public que vous captez actuellement avec votre site. Est-ce qu'il est cohérent avec ce que vous souhaitez ou pas du tout? Qu'est-ce que ces gens-là ont tapé sur Google pour vous trouver? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois sur votre site? Combien de temps ils sont restés? Combien de pages ils ont vues? Etc., etc. Donc, ça nous permet aussi d'avoir vraiment un visuel sur les performances actuelles de votre site dans les moteurs de recherche. Donc voilà, ça nous permet de sauvegarder. Si on ne voit pas tout ça, si on n'a pas fait les audits, on ne voit pas tous ces éléments-là, en fait, et on ne peut pas les identifier, les sauvegarder et s'assurer que ça sera présent sur le nouveau site. Donc c'est grave, entre guillemets, de brûler ces étapes. Voilà. Dernière ligne droite avant la migration. Donc déjà, si vous avez déjà réfléchi sur tous les éléments là qu'on vient de traiter, vous êtes plutôt bien préparé pour sauter le pas. Donc, qu'est-ce qu'il va vous falloir faire en dernier recours avant de vraiment vous lancer dans la refonte? Il y a des bons réflexes à avoir. Le premier, c'est faites un backup du site actuel. Ça, c'est un conseil vraiment primordial. Je dirais même si vous le pouvez, aspirez votre site Internet. Il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Vous l'aspirez et vous le mettez sur votre ordinateur personnel en libre consultation. C'est tout à fait possible. Vous le consultez hors ligne chez vous. Et ça, c'est hyper important parce que quand on construit un nouveau site, à un moment donné, on peut avoir envie j'avais écrit tel texte sur telle page, si seulement je pouvais le récupérer. Ouais, si vous avez fait un backup et que vous l'avez sur votre PC, vous pouvez aller le chercher. Donc, vous faites un copier-coller, vous gagnez du temps. Voilà, par moment, c'est bon de pouvoir naviguer sur l'ancien pour créer le nouveau. Donc, pensez à ça, c'est vraiment un très bon conseil. J'ai fait des erreurs sur le passé, sur mon premier site. Je parle d'expérience personnelle. Donc, j'aurais aimé avoir ce conseil très tôt quand j'ai créé ma première activité. Et après, je m'en suis mordu les doigts. Donc, faites un backup de site. Choisissez aussi avec précaution le hosting où vous allez mettre votre site, c'est-à-dire l'entreprise qui va héberger votre site et votre nom de domaine. Pourquoi? Parce que ne foncez pas sur les offres qui sont racoleuses, qui sont pas chères, qui sont à prix cassé la première année, parce que bien évidemment, à partir de la deuxième, après, on est déjà embobiné, on ne veut plus en sortir. Donc, faites attention à ça. Choisissez un prestataire de qualité. Si possible, proche de vos utilisateurs. Vos utilisateurs sont en France, essayez de prendre un hosting en France. Ne prenez pas un hosting qui est à l'autre bout de la terre, sur lequel vous allez économiser 5 euros, etc. Essayez d'être face à une entreprise qui a ses équipements en France, comme ça changera plus vite du côté des utilisateurs qui consultent votre site. C'est tout bête, mais ça fait partie des critères importants. L'équipe sera joignable sur vos horaires de travail à vous. Les entreprises françaises sont dans leur majorité très professionnelles et font de la sécurité de votre donnée leur nerf de la guerre. Vous aurez des sauvegardes, vous aurez beaucoup de choses très importantes. Donc voilà, choisissez avec précaution le hosting et le nom de domaine que vous allez déployer. Choisissez aussi le bon CMS. Alors, aujourd'hui, créer un site, ça rime dans 95% des cas avec le fait de choisir un CMS. Voilà, les CMS, ce sont les technologies qui nous permettent de gérer un site Internet comme si c'était un blog avec une certaine facilité, voilà, sans être programmeur, sans forcément s'y connaître en HTML ou PHP. Donc, les CMS les plus connus, on les connaît. Il y a WordPress, il y a Joomla aussi, qui est un peu en perte de vitesse. Il y a Drupal, etc. Il y a plein de CMS. Choisissez bien
Pourquoi? Parce que votre choix doit être fait en fonction de vos moyens et de la taille, entre guillemets, de votre structure. Si vous avez uniquement un site informatif, ça sert à rien de prendre un CMS hyper gros, hyper puissant, qui va proposer des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Ça va être trop lourd en data, ça va faire ramer beaucoup de choses. Voilà, ça sert à rien d'avoir une Ferrari si votre but, c'est d'aller à la vitesse d'un vélo. C'est complètement incohérent. Si par contre, vous partez sur une solution e-commerce, posez-vous la question de combien de produits vous allez gérer. Parce que si vous êtes en dessous des 2000, je crois, ça peut être intéressant d'être sur WordPress avec un module e-commerce, etc. Mais si vous dépassez ce chiffre, ben, il faut avoir les moyens de ses ambitions et il faut passer sur des plateformes plus costauds de type PrestaShop, Magento ou autre. Donc voilà, ça c'est un choix aussi. Faites bien un comparatif des CMS en fonction de vos objectifs, de vos souhaits, etc. Plus il est connu, plus vous aurez aussi la possibilité d'ajouter des plugins, de la customisation, etc. Donc faites le bon choix par rapport à ça. Qui dit CMS aussi dit aussi template visuel. Si par exemple vous prenez WordPress, ben, il va vous falloir travailler sur le template de WordPress. Donc ça aussi, ça peut être important. Il faut choisir un CMS qui va nous donner une certaine possibilité de choix quant à l'apparence visuelle. Euh, c'est important. J'ai complètement oublié de parler des CMS gratuits, mais faites attention parce qu'on a tendance à les détester. Les CMS de type Wix ou autres, il y en a plusieurs qui sont gratuits. C'est leur promesse, entre guillemets, parce qu'après, tôt ou tard, quand quelque chose est gratuit, le produit, au final, c'est vous. Donc, vous passerez à la caisse à un moment donné. Mais ces plateformes-là, de type Wix, je pense qu'elles sont très bien quand on est au tout début de son métier, quand on est entrepreneur, quand on a besoin d'avoir une étape de test, etc. Mais dès qu'on veut passer à la vitesse supérieure, dès qu'on est déjà sur une activité plus solide, dès qu'on a de l'expérience et tout, il faut fuir ces plateformes. Parce qu'à un moment donné, on va vouloir paramétrer un peu plus en détail certains éléments et ça ne sera pas possible parce que ces solutions-là, clés en main, sont verrouillées à tous les niveaux. Donc, ça va nous freiner, notamment en SEO, et il va falloir les fuir pour passer sur des solutions, certes un tout petit peu plus complexes, mais qui seront aussi beaucoup plus libres quant aux optimisations possibles et aux changements qui peuvent être faits et qui sont importants en SEO. Voilà. Identifier, donc je le disais justement, les plugins dont vous allez avoir besoin, ça c'est très important. Si vous partez sur du WordPress, vérifiez si vous allez avoir une activité e-commerce ou pas pour savoir s'il va vous falloir un plugin e-commerce ou pas. Même chose si vous avez besoin d'un plugin qui va être spécifique à l'affichage des produits qui sont liés par exemple à la mode. C'est pas la même chose si on a un produit qui est tout simple. Par exemple un cahier, ou si on a un vêtement que l'on doit faire tourner dans tous les sens pour comprendre les coutures, les couleurs, etc., etc. Donc, bien évidemment, et d'essayer d'identifier ça pour faire les bons choix d'un point de vue technique. Il faut savoir aussi que plus vous allez avoir de plugins et plus vous allez charger votre site et plus il va mettre du temps à répondre, plus il va être lent, plus vous allez avoir de problèmes à tous les niveaux. Aussi, s'il y a une faille de sécurité ou s'il y a une incompatibilité entre les plugins, etc. Donc, mettez-vous comme objectif d'en avoir le moins possible. Vous rendrez service à tout le monde et vous continuerez à avoir un site très performant et efficace. Donc, voilà, c'est point important. Faites le choix aussi si vous allez avoir besoin d'un site responsive ou adaptatif. Ça, c'est surtout pour les grandes entreprises. Les petites, moyennes ou les assos ou autres vont plutôt aller sur du responsive. Mais la différence, c'est quoi? La différence, c'est que sur le responsive, on fait un seul site Internet et il est de format élastique. C'est-à-dire, si on est sur un téléphone, il se contracte le site. Si on est sur un écran 27 pouces, il s'étire comme le fait un élastique. Donc, c'est ça, en fait, un site web responsive. Un site web adaptatif, ben non, en fait, ça va être, on croit qu'il y a un seul site, mais derrière, il y en a trois, en fait. Il y a un site pour le bureau, il y a un site pour la tablette et un site pour le téléphone portable. C'est le scénario idéal si on est un très grand acteur du secteur et qu'on chiffre plusieurs millions par an. Il faut partir sur ce schéma-là beaucoup plus difficile. Il y a un challenge technique beaucoup plus important.
mais c'est vraiment idéal pour l'utilisateur. Ne vous lancez pas sur de l'adaptatif si vous n'avez pas les équipes, les moyens, les possibilités. Ça va être un cauchemar. Mais si vous êtes un grand acteur e-commerce, par exemple, ça peut être un choix hyper intéressant à faire. Bien évidemment, votre site, l'HTTP n'existe plus. Il ne faut plus l'utiliser. C'était l'ancien web. Maintenant, on est sur l'HTTPS. Donc, le S qui vient s'ajouter veut dire sécurisé. C'est pour ça que quand on navigue sur des sites et qu'on voit des petits cadenas verts qui apparaissent en haut de l'URL, c'est ça, en fait. Ça veut dire qu'on est sur de l'HTTPS. Ce sont des transferts de données qui ont été sécurisés. Et derrière, en fait, il y a des certificats de sécurité. C'est géré par votre hébergeur et tout. Mettez ça en place parce que la sécurité, c'est important pour tout le monde et c'est aussi un critère pour gagner des places sur Google qui veut défendre le web sûr et ouvert à tous. Donc voilà, faites bien attention que vous êtes en HTTPS, que tout votre site est cadenassé, entre guillemets, avec le cadenas vert en haut. Et faites attention aussi de ne pas avoir des fuites. Donc, ça sert à rien d'avoir un site sécurisé si à un moment donné, vous faites un lien vers un site qui ne l'est pas ou des images qui ne le sont pas. Donc, il faut faire attention à ça. C'est aussi un point important à surveiller. Voilà. Et de manière générale, il faut vraiment être à jour côté sécurité. Donc, si vous avez un WordPress qui a besoin de mise à jour, si vous avez des plugins qui ont besoin de mise à jour, faites-les ces mises à jour. Parce que tôt ou tard, vous allez avoir un problème de sécurité. Dans le meilleur des cas, vous aurez juste des dysfonctionnements, mais vraiment dans le pire, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est un site qui tombe, des vols de données, de data ou autre. Donc, mettez à jour le plus souvent possible lorsque vous en avez l'opportunité votre site, même si ça casse votre design ou autre. Alors, j'ai vu des bénéficiaires et aussi même des chefs d'entreprise qui me disaient non, on met pas à jour le site parce que sinon tout s'écroule. Je leur dis, mais votre site, c'est en fait tout ce qu'il faut pas sur le web, donc ça va vous porter préjudice à tous les niveaux. Donc voilà, faites les mises à jour et si ça casse votre site, faites intervenir un webmaster, un designer ou au besoin, attendez qu'une autre mise à jour puisse résoudre le problème éventuellement. Ou prévenez les personnes qui sont derrière les plugins ou derrière le site que vous avez mis en place et ça peut être corrigé. Mais surtout, faites les mises à jour, c'est important. Voilà. Et ensuite, tout simplement, s'assurer que son site soit rapide, c'est un point clé. Il y a plein de techniques. Alors, si les sites avaient vraiment été bien faits au départ, normalement, il est rapide. Voilà. Si vous êtes passé avec des bonnes personnes, si ça a été créé avec des personnes qui savent très bien ce qu'ils font, etc., d'entrée de jeu, il sera rapide et ça sera génial. Si c'est pas le cas, ou si vous avez mis trop de texte, trop de photos, trop de contenu, etc., et que vous avez un site qui est lent, voire très lent, ça peut être corrigé. C'est pas idéal, mais ça peut être corrigé. Et il y a notamment des plugins ou des solutions qui existent qui permettent vraiment d'accélérer tout ça. Donc, gardez ça en tête. Les images, il faut les optimiser. Il faut les optimiser pour qu'elles soient plus légères et qu'elles chargent plus vite. En général, les sites lents, dans 50% des cas, ce sont des images qui posent problème. Donc, on peut les optimiser. On peut aussi les optimiser en SEO, en mettant les bons titres, etc. On y reviendra. Mais n'oubliez pas, un site, c'est du texte, des images et des vidéos. Donc, on peut agir au niveau de ces trois éléments-là pour bien faire les choses. Évitez les éléments qui sont SEO killer et même site killer, j'ai envie de dire, parce que ça pose problème. Si on utilise des éléments Flash, ça pose problème. Si on utilise des éléments en JavaScript, ça peut poser problème, etc. Si on utilise ce genre de technologie, même mettre du contenu, beaucoup de PDF, etc. sur le site, ça ne pourra pas être scanné par Google, par exemple, parce que ce sont des technologies fermées. Certaines ont même des droits d'accès ou des droits d'auteur. Donc, en fait, ce qui n'est pas trouvé et scanné facilement par Google ne sera pas mis en avant sur les moteurs de recherche. Donc, vous ne mettez pas des bâtons dans les roues en utilisant ces éléments-là parce que ça va vous porter préjudice à un moment donné. Donc, il faut le garder en tête. Voilà. Ensuite, dans les éléments importants, vérifiez qu'on a bien créé aussi un fichier robot.txt et un fichier sitemap.xml. Donc, ces deux petits éléments, on les vérifie en permanence, nous, quand on travaille en SEO, mais ils sont peu connus, mais pourtant très importants. Ce petit fichier robot.txt, on va venir le mettre à la racine de notre site et personne ne va le consulter, sauf
Google, en fait, parce que ce sont des consignes pour Google. Donc, il faut le créer, il faut l'optimiser, ce fichier. Et on va dire, par exemple, à Google, OK, cette section-là du site, elle ne doit pas apparaître nulle part. Donc, on va, entre guillemets, dire à Google, OK pour ce contenu, il peut être indexé, il peut être visible. OK et non pour ce contenu-là, qui sont des données internes, sans réelle valeur pour l'utilisateur, etc. Donc, on peut faire un peu le gendarme. Et c'est très, très important d'utiliser ce fichier pour contrôler ce qui apparaît sur Internet ensuite, mais aussi on peut l'utiliser pour optimiser plein de choses en SEO. Donc, c'est un élément clé, il faut l'avoir. Le sitemap XML, c'est un peu le frère jumeau du premier fichier. C'est en fait un fichier qui va faire un listing de toutes vos pages, toutes les URL de vos pages, pour les donner à Google et s'assurer qu'il va bien toutes les découvrir et toutes les scanner. Donc voilà, si on donne ce fichier, Google s'en sert. Si on ne donne pas ce fichier, ben, il va trouver ce qu'il trouve en se baladant dans notre menu, sur nos liens, etc. Et si il découvre pas 50% de notre contenu, ben, tant pis pour nous, on s'est fait avoir. Donc voilà, ces éléments-là, il faut les avoir, il faut absolument les implémenter. Voilà, il faut aussi penser, quand on crée un site, à une page 404. La page 404, c'est celle qui est relative aux erreurs. Donc, si à un moment donné, on clique sur un lien d'une page qui n'existe plus ou autre, on va tomber sur cette page-là. Et beaucoup de gens sous-estiment sa puissance et son intérêt. Parce que c'est un peu la page des pas perdus. Donc, il faut la préparer. On peut transmettre un message intéressant en lien avec sa marque, avec son position. On peut faire une blague, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut aussi réorienter notre trafic vers d'autres pages qui oui, fonctionnent. Donc, c'est un des éléments aussi très importants de notre site sur lesquels il faut prêter attention. Euh, Surtout que vous aurez des erreurs 404. C'est presque inévitable. Quand on en a très, très régulièrement, il faut vérifier si on en a et surtout les corriger, parce que ça veut dire qu'on a des liens morts à droite, à gauche, etc. Mais c'est surtout que si vous n'en avez pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en avoir demain. Site internet, ça s'actualise, ça se modifie, on change les URL et tout. Et donc, tout ça, ça provoque à un moment donné une, voire plusieurs erreurs 404. Moi, j'ai connu des sites où il y en a eu plus de 400. Donc, voilà. Customisez votre page et derrière, vérifiez aussi si vous en avez et si vous en avez, corrigez-les. Si vous faites une refonte aussi, ce qui va se passer, c'est que votre ancien site était visible sur Google. Donc, il y a à droite à gauche des liens qui pointent vers votre ancien site et vos anciennes URL, en fait. Et votre nouveau site va être complètement différent. Il va avoir de nouvelles pages, de nouvelles URL, etc., etc. Donc, votre nouveau site va avoir du mal à apparaître sur Google et votre ancien site, il n'existe plus. Donc, il va cumuler des erreurs 404 de gens qui arrivent et qui tombent sur cette erreur-là, des pages qui n'existent plus, des liens qui n'existent plus. Donc, il faut mettre en place ce qu'on appelle des redirections. C'est-à-dire, vous allez faire un listing de vos anciennes URL et si jamais les gens les consultent, vous allez les rediriger vers les nouvelles URL pour que votre nouveau site puisse bénéficier du trafic de votre ancien site et que aussi Google comprenne que les anciennes URL n'existent plus, qu'il faut les actualiser et que les nouvelles à prendre en compte sont celles-ci. Voilà, donc les redirections, notamment les redirections 301, sont hyper importantes à faire au niveau, lorsqu'on réalise une refonte. Et il faut s'y pencher dès le départ. Il ne faut pas le faire après la création du site, quand on se rend compte qu'on a énormément de problèmes, qu'on a non seulement pas de trafic, parce qu'il n'apparaît nulle part, c'est le nouveau site, c'est normal, mais en plus, on a Google Search Console qui n'arrête pas de nous dire, ben, vos erreurs 404, elles se démultiplient. Donc, il faut les corriger. Donc, si vous avez fait des redirections avant la catastrophe, tout va se passer en douceur. Si par contre, vous le faites après coup, ben, vous allez souffrir et puis surtout, vous allez passer beaucoup plus de temps à gérer ça. Voilà. Dernier élément aussi, je le rajoute, mais une des dernières mises à jour de l'algorithme de Google était liée à ce qu'on appelait les Core Web Vitals. Donc ça, c'est
C'est récent, c'est très important. Je ne sais pas si vous avez entendu le nom, mais vous pouvez le garder. Et quels sont ces Core Web Vitals? Ben, ce sont 3 nouveaux éléments qui ont été du jour au lendemain considérés comme importants par Google. Ça ne l'était pas avant. Donc, ça va jouer aussi sur la hausse de votre position ou baisse de position sur le moteur de recherche. Mais que sont les Core Web Vitals? Ben, en fait, Google va s'intéresser à 3 métriques qui deviennent de plus en plus importantes pour l'utilisateur. La première, c'est le temps de chargement de votre site. Les utilisateurs, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Faut se rendre à l'évidence, on n'est plus patient. Si le site n'est pas chargé en 3 secondes, on s'en va. Donc, c'est devenu un critère de classement, c'est devenu un critère important. Le FID, c'est aussi devenu un critère important. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les sites lorsqu'un site est mal construit, très souvent, on a les éléments de design qui n'arrêtent pas de bouger. Et ça aussi, il faut avouer que c'est insupportable. Quand vous vous apprêtez à cliquer sur un bouton et que, hop, il y a une pub qui se glisse sous votre doigt et vous cliquez la pub, je crois qu'on l'a tous fait, c'est insupportable et ça fait partie des choses liées à l'interactivité avec la page. C'est mesuré et c'est soit classé comme bonus si vous avez bien fait les choses ou malus si vous avez mal fait les choses. Donc, la deuxième variable, c'est celle-là. Et la troisième, non, pardon, je viens de commenter la troisième. La dernière, qui est l'interactivité, en fait, c'est le temps qui va s'écouler entre j'ai cliqué sur le lien et je peux, par exemple, utiliser l'ascenseur sur la page ou interagir avec le menu ou autre. En fait, dans un premier temps, vous avez le temps de chargement de la page, mais parfois, il faut attendre que la page soit entièrement chargée pour qu'on puisse commencer à interagir avec elle. Voilà, ça, c'est devenu problématique. C'est plus du tout ça, le web en 2023. Il faut, par exemple, aller sur des modèles où on a juste un chargement qui se fait de la partie du site qui est visible. Donc, ça peut comme ça aller plus vite, être livré plus vite à l'utilisateur qui peut d'ores et déjà naviguer en haut sur le menu. Mais on ne va charger ce qui est en dessous que si l'utilisateur utilise l'ascenseur. Voyez? Donc ça change complètement la donne puisqu'on peut aussi transformer des temps de chargement qui allaient de 8 à 15 secondes et qui étaient 100% problématiques à des temps de chargement de 2-3 secondes qui sont pas assez rapides, mais déjà beaucoup plus intéressants. Donc voilà, ces 3 éléments-là sont mesurés et pris en compte par les Core Web Vitals de l'algorithme de Google. Donc il vaut mieux être bon élève, encore une fois, pour bénéficier des bonus que peut donner Google dans les classements. Voilà, on continue d'avancer, on arrive sur la deuxième partie de ce webinaire. Donc je regarde, j'ai juste 5 minutes de retard, donc je suis content, j'arrive plus ou moins à tenir le rythme. On continue sur cette lancée, comme ça à la fin, vous aurez un espace un peu plus large aussi pour interagir avec nous et nous poser des questions. La deuxième partie, c'est concrètement quelle devrait être ma checklist dès que j'attaque la refonte. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit, parce que tout est interconnecté en fait, mais je vais y revenir pour que ce soit plus clair et que vous commenciez à vous sensibiliser sur ces éléments-là. On va d'abord faire un point sur tout ce qui est à l'intérieur de votre site. OK? Donc, la première chose qui nous paraît un petit peu évidente, c'est comment on va organiser le contenu à l'intérieur de son site. Ça, il faut savoir, si vous êtes une structure importante, ça peut être directement le job d'une personne. L'architecte d'information, c'est vraiment un métier. On ne le connaît pas, très peu connu, mais sur les grands sites et les grandes entités, parfois, il y a une personne 100% dédiée à ça, tellement c'est important. Donc, on va voir ça, comment organiser le contenu à l'intérieur de son site. On va aussi regarder comment gérer les liens à l'intérieur de son site. C'est loin d'être anodin. Donc, c'est l'art du tricotage qu'on appelle, mais il y a des liens qui sont dans le menu, mais il y en a aussi partout à l'intérieur des pages, etc. Comment on navigue à l'intérieur de votre site, de votre contenu. Donc, on va en parler. Et puis, à la fin aussi, c'est toujours au niveau micro, c'est-à-dire sur votre site, il y a un troisième élément aussi qui est important quand on a fait ça, c'est de mettre en place ce qui va être important pour observer ce qui se passe par la suite. Donc, on va faire un point sur suivi et performance.
qu'est-ce qu'on peut observer, qu'est-ce qu'on peut mesurer, qu'est-ce qu'on peut suivre, et on va récupérer de la data qui vont ensuite nous aider énormément à prendre des décisions stratégiques pour améliorer les performances, le confort, l'utilisation de notre site, etc. Voilà. Et un dernier point, on part sur de l'off-site, c'est-à-dire on dézoome et on sort de votre site. Et il ne faut pas oublier que votre site, c'en est un parmi des milliards maintenant sur Internet. Donc, il faut commencer aussi à réfléchir à comment on va connecter son site à d'autres pour gagner en visibilité, en autorité et s'insérer dans le web, en fait. Pénétrer un marché, se positionner sur un marché, y rester et devenir un des acteurs du secteur. Donc, on fera aussi le point sur tout ce qu'il faut faire d'un point de vue macro en dehors de votre site Internet. C'est pour ça qu'on parle de on-site pour tout ce qu'il y a à faire sur votre site et off-site, tout ce que vous devez faire en dehors. Alors, le job d'architecte d'information, je trouve que c'est un job passionnant. Je crois que j'ai peut-être... j'adore ce que je fais, j'adore être expert SEO, c'est passionnant, mais c'est vrai qu'architecte d'information, c'est aussi incroyable, puisqu'il y a beaucoup de choses à gérer et c'est un peu comme ranger sa chambre. Si on le fait bien, à la fin, il y a une satisfaction qui est énorme. Donc, la personne qui est en charge de cette mission va devoir maîtriser clairement plusieurs choses. Quand on enclenche des accompagnements en SEO avec la réponse, on attaque toujours les 3 premières dimensions qui sont importantes, qui sont les mots-clés, l'audience et la concurrence qui est présente sur mon marché. Par concurrence aussi, ça peut être quels sont les autres acteurs qui sont à côté de moi et qui on n'est pas forcément en concurrence, mais grosso modo sur le web, qui apparaît à côté de moi. Donc, ces 3 éléments-là, on va les retrouver et l'architecte de l'information va devoir maîtriser les mots-clés, les champs lexicaux, tous les éléments qui sont importants et qui vont constituer le contenu de la page de votre site. Rappelez-vous, il y a une dimension texte, il y a une dimension image, il y a une dimension vidéo. Donc, il faut qu'il est clair et net les éléments et les ressources qu'il a d'un point de vue textuel. Ensuite, il va devoir créer une arborescence. Pourquoi? Parce que, en fait, la partie visible de l'arborescence, ça va être le menu de navigation sur votre site. Donc, si une arborescence est bien faite, vous aurez un menu impeccable. Si elle est mal faite, ça va être bordélique. Et là, j'adore ressortir l'exemple des grandes librairies parce qu'on voit vraiment ce que ça donne comme résultat. Une grande librairie fait très bien ça. Et c'est l'exemple que vous devriez avoir pour construire votre site. Si par exemple, vous cherchez le routard de l'Argentine, par exemple, le guide du routard de l'Argentine, tourisme en Argentine, que vous rentrez, alors j'allais dire à la FNAC, oui, on va garder l'exemple de la FNAC, mais si vous rentrez à la FNAC, qu'est-ce que vous allez avoir en tête? Ok, je veux le routard de l'Argentine, donc instinctivement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la section tourisme. Okay. Une fois que je suis dans la section tourisme, qu'est-ce que je fais? Continent. Il faut que je choisisse de quel continent on est en train de parler. Donc, c'est pas l'Amérique du Nord, c'est pas l'Asie, etc. Amérique du Sud, j'y suis. Et une fois que je suis arrivé là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve le pays qui m'intéresse à l'intérieur de l'Amérique du Sud. Et donc, je peux avoir, dans ce cas précis, je risque fortement d'avoir un classement alphabétique. Donc, Argentine, A, ça doit être au début de l'étagère. Bim, routard de l'Argentine, j'ai trouvé. Vous voyez cet acheminement, ce chemin que j'ai pris, en fait, il a été parsemé de choix stratégiques en fait, et logiques que j'ai fait. Et votre site doit avoir ça, absolument. Il doit avoir ça. Donc, il faut réfléchir quand vous avez un contenu très précis à quel chemin vont prendre les utilisateurs pour y arriver. Il faut avoir ces réflexions-là. Bien évidemment, ça, je l'ai mentionné, mais je reviens dessus. Quand on est à la racine de votre site, sur la homepage, par exemple, on est sur quelque chose de très global par rapport à ce que vous faites comme activité. Si par contre, on rentre dans une page de votre menu, déjà, on est sur quelque chose, on a fait un choix. Donc déjà, on est sur une page qui est un peu plus précise, qui reste assez globale, mais qui est un peu plus précise. Et plus on clique et plus on va vers ce choix ultra précis qui était pour moi le guide du routard en Argentine. Donc, essayez de bien organiser votre contenu pour qu'on aille du global au précis de manière naturelle. Ça, c'est un des points importants de l'arborescence. Il faut la penser pour les utilisateurs, mais il faut aussi la penser pour l'algorithme qui va se rendre compte si vous avez bien organisé les choses ou pas.
Mais l'arborescence a cette double fonction-là. Ensuite, il faut aussi respecter les conventions. Alors ça m'arrive souvent, mais il faut savoir qu'il y a des conventions dans la création de sites web et on ne peut pas les passer à côté. Et très souvent, quand on passe à côté, c'est parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement, par manque d'expérience ou de professionnalisme. Si ce n'est pas notre métier, c'est normal, hein. Mais par exemple, il faut savoir que cliquer sur le logo d'un site, normalement, ça nous amène à la page d'accueil. Voilà, sur beaucoup de sites, c'est pas mis en place. Donc, ça peut me gêner, parce que moi, j'ai l'habitude de faire ça, par exemple. Il faut savoir aussi que dans le menu principal, il faut rapidement avoir une section à propos. Il faut avoir rapidement l'accès à contacter nous si on ne veut pas passer du temps sur le site et qu'on veut immédiatement vous avoir au téléphone ou par email. Donc, il y a des conventions à respecter. Le footer, par exemple. Le footer, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un menu alternatif de navigation. Donc, il y a des éléments qui sont très, très importants que connaissent très bien les designers de sites. Et il ne faut pas passer à côté, il faut respecter tout ça. Donc, au besoin, sollicitez-les. Ça peut être important. On voit beaucoup d'erreurs et ça nous gêne énormément. Les designers savent aussi comment fonctionne l'œil de l'humain. Donc, ce n'est pas la même chose si vous mettez certains éléments en haut à gauche de votre site ou en haut à droite. Vous n'obtiendrez pas le même niveau de clic, etc., etc. Donc, faites attention à ça. Les cocons sémantiques, c'est quelque chose aussi, c'est un concept qui a été trouvé et identifié par un expert SEO qui est très connu en France, qui s'appelle Laurent Bourrelli. Mais c'est hyper important, les cocons sémantiques. Pourquoi? Parce que ça plaît énormément à Google, parce qu'il fonctionne comme ça. C'est du reverse engineering, en fait. Si on sait comment l'algorithme de Google fonctionne, et qu'on lui donne ce qu'on veut, ben on le maîtrise un petit peu, on le manipule un peu. Donc, on sera, entre guillemets, premier partout. Enfin, je caricature, mais c'est ça l'idée. Et l'éco sémantique, c'est quelque chose qui plaît énormément à l'algorithme. Donc, comment vous donner un exemple? Si votre structure est bien faite, si votre site est bien fait, et ben, je vais reprendre le guide du routard qui me paraissait assez facile. Si le guide du routard, transformons ça en e-commerce, et on le voit d'ailleurs sur le commerce de la Fnac, c'est visible aussi. Si on est sur la fiche du produit, qu'on est sur le guide du routard, en fait, on se rend compte que le guide du routard est classé dans une section Amérique du Sud, tourisme, etc. En fait, cette page-là, elle est imbriquée dans d'autres. Et sans s'en rendre compte, on a créé un cocon sémantique. Pourquoi? Parce que si je clique sur Amérique du Sud, je vais me retrouver avec énormément de choses sur l'Amérique du Sud, d'un point de vue touristique. Et donc, en fait, le site, comme il a été bien rangé, à plusieurs endroits, on trouve des petits groupes thématiques qui sont bien maîtrisés. C'est ça qu'il faut réussir à faire lorsqu'on construit un site et non pas avoir de l'information qui concerne un même sujet qui est dispatchée à plusieurs endroits sur le site. Vous avez beaucoup d'informations sur un sujet? OK, créez une catégorie. À l'intérieur de cette catégorie, faites une sous-catégorie. Puis en dessous de cette sous-catégorie, faites des pages spécifiques sur chaque thématique. Et là, sans vous en rendre compte, vous allez créer un cocon sémantique. Si à tous les niveaux, vous prononcez les bons mots-clés qui correspondent à ce cocon-là. Et si vous multipliez les cocons sémantiques sur les thématiques qui sont liées à ce que vous faites, vous allez incontestablement devenir un expert du sujet et ça, l'algorithme va le comprendre. Donc, si jamais ça vous intéresse aussi, creusez le sujet sur Internet, vous tapez cocon sémantique SEO, vous allez trouver beaucoup plus d'informations que ce que je me résume à dire aujourd'hui. Mais c'est un concept vraiment puissant et qui a son importance. Voilà. La profondeur du site et du fil d'Ariane, ça c'est aussi important. Plus on fait de clics pour arriver à un contenu, plus on va sur quelque chose de précis et profond sur votre site. Donc, il faut le savoir parce que ce contenu-là, il aura un peu plus de mal à être pris en compte par Google. Donc, il faut vraiment hyper soigner sa page d'accueil, son menu principal et ses pages à 1 ou 2 clics parce que c'est vraiment ce que va venir scanner en priorité l'algorithme. Mais si on a beaucoup de produits, si on a beaucoup de contenu, etc., ben, il faut réfléchir au fil d'Ariane. Il faut bien gérer la profondeur de son site pour pas que ça devienne problématique. Le fil d'Ariane, c'est ce qui apparaît au fur et à mesure qu'on navigue. On le voit beaucoup sur les sites e-commerce.
Mais voilà, quand je vais chercher le guide du routard, en fait, je suis rentré dans la catégorie tourisme, Amérique du Sud, etc. Mais il peut y avoir une ligne qui se complète et c'est le chemin que j'ai pris pour arriver jusqu'à ce livre-là. C'est hyper intéressant d'un point de vue de navigation parce qu'on peut revenir en arrière ou élargir un peu la recherche qu'on est en train de faire. On est arrivé pour quelque chose de très spécifique, mais éventuellement, je veux bien faire un retour en arrière pour si éventuellement je trouve un Lonely Planet sur l'Argentine qui va aussi m'intéresser. Donc voilà, le fil d'Ariane, c'est ça. Honnêtement, je préfère le nom en anglais, c'est breadcrumb en anglais. Et pourquoi je trouve ça génial? Parce que en fait, ça veut dire bout de pain. Et pourquoi il s'appelle le fil d'Ariane, en fait, bout de pain? Ben, c'est une référence au petit poussé qui, au fur et à mesure, avance dans le bois, met des pierres derrière. Enfin, non, c'était des bouts de pain, d'ailleurs, qui vont être mangés ensuite, et ça va être le problème de l'histoire. Mais il avance en mettant des petits bouts de pain derrière, justement, au cas où il voudrait revenir en arrière. Et c'est exactement ça que l'on retrouve au niveau de la construction des sites. Donc, j'ai adoré le clin d'œil, j'ai adoré le nom, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette anecdote pour briller en société. C'est très utile. Voilà. La pagination, ensuite, c'est aussi un élément très peu analysé et qui peut être très problématique quand on a beaucoup d'articles de blog, quand on a beaucoup d'articles dans son e-commerce, etc. Ben, très rapidement, on peut aller sur une logique de scroll infini ou de pagination ou autre. Là, on est sur de la configuration technique avancée. Faites attention parce que ça peut avoir aussi une énorme conséquence sur ce qu'arrive à lire et décoder Google. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail, c'est trop complexe, c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut faire le bon choix en fonction de ce qu'on a comme site. Et voilà, pour pas que ça se transforme en un frein technique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans de très nombreux cas, dans 80% des cas, la pagination est mal gérée d'un point de vue SEO. Donc, ça nous est très souvent arrivé de devoir intervenir sur des projets et de modifier ou d'essayer d'optimiser ça lorsque c'était possible. Les méta qui donnent des visuels sur les SERP, alors ça aussi c'est important. Quand vous allez créer votre page, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Vous êtes sur votre site, vous êtes chez vous, donc vous créez votre page. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que en fait, quand votre page elle apparaît sur une recherche Google, elle apparaît de manière très simple, puisque en fait, c'est juste un titre cliquable. Hein. C'est ça qu'on voit sur Google quand on fait n'importe quelle recherche. On a un titre cliquable, une petite description et une URL. Donc, si je ne clique pas, je vois que ça. Mais si je clique, je vais sur la page en question. Là où je veux en venir, c'est que ces trois éléments-là, ils sont stratégiques et ils sont hyper importants. Il faut impérativement bien choisir le lien qui va être visible en fait sur Google, la description qui doit donner envie de faire un clic, etc., etc. Et ces éléments-là, très souvent, c'est très mal géré par les propriétaires de sites parce que ces paramètres-là, ça s'appelle les méta, ne sont pas forcément visibles quand on est sur la page de votre site. On navigue, etc. Elles sont présentes dans le code qui est derrière et qui est invisible. Par contre, il faut vraiment le renseigner correctement et l'optimiser correctement parce que c'est ce que Google va venir piocher pour le mettre dans ses pages de résultats. Donc ça aussi, c'est critique d'un point de vue stratégique et il faut faire très attention à ces éléments-là. Quand on construit aussi une page qui a vocation d'être un article de blog, par exemple, où il y a beaucoup de texte, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le titre de notre article va avoir plus d'importance, c'est-à-dire les mots-clés qui le constituent, va avoir plus de poids, plus d'importance pour Google que les titres de vos paragraphes. Et les titres de vos paragraphes vont avoir plus d'importance que les phrases que vous allez mentionner dans vos paragraphes. Donc, vous voyez la hiérarchie qu'on peut avoir à l'intérieur d'une page au niveau textuel. Très souvent, on s'en rend compte en fait quand on fait des dissertations. Vous faites une dissertation sur Word, les éléments qui sont dans votre plan de structure de votre dissertation, ce sont les grands axes sur lesquels vous allez argumenter, vous allez rentrer en détail, etc. Bien évidemment, ce sont les éléments qu'il faut choisir avec le plus de soin, parce que ça résume l'intégralité de votre travail. Donc, c'est pareil sur le web, en fait. Donc, il faut choisir avec soin le titre de son article,
le titre des grandes parties qui sont développées, les titres des paragraphes, etc., etc. On le voit visuellement, là sur la droite, c'est très clair. Ben, l'algorithme va le considérer exactement de la même manière que visuellement, ça ressort devant nous. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui sont importants, qui sont mal gérés par la grande majorité des, des sites qu'on voit sur Internet, malheureusement. Donc, si vous le faites, vous allez en sortir gagnant. Autre point aussi qui est très important que je dis souvent, n'attendez pas que votre site soit 100% parfait pour le lancer. Essayez de le lancer quand il est à 60%. Pourquoi? Parce que Google va mettre du temps à venir le découvrir, à le scanner, à le comprendre. Un jour, il va venir consulter 5 pages, l'autre jour, il va venir consulter 5 pages de plus, etc. Donc, tout ce process prend du temps. Et si vous attendez que votre site soit parfait pour le sortir, vous allez perdre du temps et quand il sera en ligne, vous allez encore perdre du temps avant qu'il commence à apparaître sur Google. Donc, vous ne faites pas piéger par tous ces laps de temps nécessaires au process. Lancez-le si vous le pouvez à 60%. Comme ça, vous finirez vos actualisations, vous finirez votre travail pendant que Google vient et découvre votre site. Ça enverra des signaux positifs forts. Parce que si votre contenu change régulièrement, vous l'actualisez, vous le retouchez et tout, ben, Google s'en aperçoit. Donc, il revient plus souvent. Vous voyez, on va rentrer dans une sorte de cercle virtueux qui se met en place. Donc, autant en profiter. Voilà, c'est vraiment, intéressant. Les balises canoniques et duplicate content, oui, là, on rentre sur des termes très techniques, mais en grosso modo, pour vous expliquer, on est dans un web où il y a plus de milliards, enfin, il y a plus d'un milliard, voire plusieurs millions de milliards, je crois, de pages sur Internet. Ça devient complètement colossal et ça devient vraiment très compliqué pour les moteurs de recherche de tout scanner et de tout indexer. Donc vraiment, là, le focus est fait en 2023 et ça va être pire en 2024 et en 2025. Le focus est fait sur la qualité. Donc, si vous avez des pages à mettre en ligne, si vous devez faire le choix entre mettre une page, une seule, excellente, ultra qualitative pour vous, pour tout le monde, vos utilisateurs, etc., ou d'en faire 5 parce que ça va faire plus de volume, votre site va grossir, etc., etc., partez sur le choix numéro 1. Faites peu, mais du qualitatif. C'est ça qui va être vraiment considéré par les moteurs de recherche. Les algorithmes sont toujours allés dans cette direction-là, ils sont toujours devenus plus sévères sur ce sujet au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire. Et ça devient encore plus important maintenant que les IA viennent aider les algorithmes. Donc, vraiment, quand vous doutez, gardez du qualitatif. Si votre site peut être construit en 10 pages, faites 10 pages. Ne faites pas 40, n'en faites pas 50, mais foncez sur le qualitatif et ne faites pas ce qu'on appelle du duplicate content. Le duplicate content, c'est du contenu dupliqué. Si sur 5 pages, vous parlez exactement de la même chose, mais de manière différente, ben, ça peut être considéré comme du duplicate content. Donc, qu'est-ce qui se passe? Google arrive et dit, OK, j'ai compris, c'est 5 fois la même chose. J'en garde une, les autres, à la poubelle, elles resteront invisibles. Voilà comment ça se passe. Donc, le duplicate content peut être une pénalité Google et l'utilisation de la balise canonique, en fait, c'est une sorte de remède à ça. Parce que dans certains cas, on ne peut pas éviter le contenu dupliqué. Si on vend un t-shirt avec un logo, par exemple, et que ce t-shirt existe en 15 couleurs différentes, on va avoir 15 pages avec une page pour chaque couleur de t-shirt. C'est logique et on ne peut pas faire autrement. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est utiliser par exemple une balise canonique en disant, OK, la première page, c'est le t-shirt blanc avec le logo. Après, c'est juste des déclinaisons. Donc, s'il te plaît, prends en compte le produit qui est celui-là et les déclinaisons, si elles ne ressortent pas, c'est pas grave. Voilà. Et si vous faites ça, ça va plaire à Google parce que c'est vraiment sa logique. Ça va plaire à l'utilisateur et tout le monde va en sortir gagnant. Donc, les balises canoniques, lorsque bien utilisées, sont très puissantes et intéressantes. Ce qu'on voit par contre, c'est que dans de nombreux cas, elles sont mal utilisées, mal configurées. Donc là, ça peut être très problématique. On peut se pénaliser à soi-même. Voilà, comment gérer la création régulière de nouveaux contenus? Alors là, on est aussi sur quelque chose d'avancé, mais c'est vrai que quand on fait une refonte de site et qu'on le lance, à un moment donné, on est dans l'euphorie, le nouveau site est là, le nouveau contenu est là, etc. Il fait 35 pages, etc. C'est trop bien. Par contre,
Ben, si on s'assoit sur les lauriers, dans 6 mois, le site est toujours là, ok, mais tout a été statique, tout a été, tout a été vraiment plat en termes de développement et de vie digitale pour vous. Donc ça, Google surveille aussi les sites qui ont une vie, les sites qui n'en ont pas. Donc, restez pas sur vos lauriers. Normalement, sur tout site construit en 2024 doit pouvoir considérer la possibilité d'avoir du contenu vivant qui change, qui s'améliore, qui grossit, une offre qui se modifie, etc., etc. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi. On fait quelque chose pour aujourd'hui, mais il faut considérer aussi demain ce qu'on va venir ajouter et actualiser. Il n'y a pas que la section blog avec des ajouts d'articles, de catégories et tout. Il faut vraiment penser un site qui a une capacité d'évoluer dans le temps. Et si notre site vit et il est actif, ben, il sera aussi mis en avant. Il recevra des bonus. Voilà, j'aime bien parler de cette manière-là. Il recevra des bonus par rapport à d'autres qui ne le sont pas du tout. Voilà. Il faut que j'accélère un petit peu, je vérifie le timing. Ouais, il me reste 15 minutes, ça va être dur. Je vais accélérer un petit peu. Les liens, l'art du tricotage. Alors là, par chance, il y a beaucoup moins de choses à dire. Mais au niveau des liens à l'intérieur de votre site, il y a des bonnes actions à mettre en place. J'adore mentionner Wikipédia parce qu'ils font ça à la perfection. Quand vous cherchez la définition d'un mot ou l'explication de quelque chose, au fur et à mesure que vous lisez et que vous obtenez la réponse à votre question, ben, vous avez certains mots qui sont en gras, qui sont également cliquables, sur lesquels on peut continuer sa navigation et trouver d'autres explications, etc., etc. Wikipédia fait ça à la perfection et il faut essayer de faire la même chose un petit peu sur son site. Au fur et à mesure qu'on lit le texte, qu'on avance, il faut qu'on ait la possibilité de naviguer naturellement à l'intérieur de son contenu, que ce soit fluide, etc. Inconsciemment, ça plaît aux utilisateurs, ça aide les robots à découvrir les pages éventuellement qu'on n'aurait pas mis dans le sitemap ou autre. Donc voilà, bien interconnecter son contenu, c'est le faire vivre et permettre aux gens de naviguer et de le découvrir avec plaisir. Donc, il y a pas mal de choses à faire au niveau de la configuration des liens. Au niveau du code, notamment, on peut aussi rajouter quelques petits éléments pour mettre des mots-clés, ce genre de choses. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais notez-le, gardez ça sous les yeux. Les microdonnées à implanter, oui, ça aussi, c'est très technique, mais il faut savoir que dans le code de votre site, on peut donner des informations au moteur de recherche sans que personne ne les voie. Donc, c'est important. On peut par exemple y mettre dans ces microdonnées un lien direct vers son logo, une information précisant qu'on est vraiment un site e-commerce, etc., etc. Et en fait, ces éléments-là, et ils peuvent être utilisés par Google s'ils le souhaitent pour mieux comprendre ce que vous faites. Et de temps en temps, on voit qu'ils récupèrent aussi ces infos-là pour créer les snippets qui apparaissent. Vous savez, des fois, quand on fait une recherche très précise sur vous, sur votre nom, marque et tout, des fois, on a sur le côté quelque chose qui se déploie et c'est votre logo d'entreprise, c'est votre année de création, etc. Donc, ça permet de faciliter le déploiement de ça, entre autres choses. Mais c'est vraiment aussi optimiser votre visibilité. Ça fait partie des choses à gérer. Toujours au niveau de la navigation à l'intérieur de votre site, ça c'est un sujet qui mérite sa conférence à lui seul. D'ailleurs, il y en aura une. On va faire un webinaire sur la gestion des sites multilingues. Mais si vous avez un site en plusieurs langues, la manière dont vous le structurez et vous allez le construire est clé et à faire dès le départ aussi. Donc, si vous voyez la première ligne là, dans notre cas de figure, ce qui va changer, c'est ce qu'on appelle l'extension de domaine. Donc, c'est un cas très particulier parce que dans ce cas-là, en fait, on ne crée pas un site, mais on en crée 5 différents avec une extension de domaine dédiée. Donc, techniquement, bien évidemment, c'est un peu plus complexe à gérer. Par contre, ça peut être très intéressant parce que ces sites-là, dans chacun des pays, ils vont avoir une présence plus marquée. Donc, c'est un choix de configuration. Il y a des avantages, des inconvénients. Voilà. Le deuxième, c'est la même chose, mais en utilisant les sous-domaines et non pas l'extension qui est à la fin de mon nom de domaine. Donc, ça aussi, c'est une autre possibilité de gérer ces langues. Ça peut être intéressant d'un point de vue pratique et gestion technique et mise à jour. Par contre, c'est une réelle catastrophe en termes d'apparition sur les moteurs de recherche. Donc voilà, chaque choix a ses avantages et ses inconvénients.
La dernière structure, ce sont tout simplement des répertoires, c'est-à-dire il y a un seul et unique site, mais à l'intérieur, on a des répertoires et c'est comme ça qu'on va venir classer son contenu. C'est un des choix les plus intéressants à faire lorsqu'on le peut. Voilà, ça fait partie. Là, vous avez sous les yeux 3 configurations, il en existe d'autres, mais c'est juste pour vous dire que c'est à prendre en compte, clairement. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse de ses performances, quand un site est créé, il est lancé en ligne, dès le départ, mettez certaines choses en place. Sinon, vous allez vous perdre de la donnée et puis vous allez voir votre super site en ligne, mais vous allez vous poser des questions. Est-ce que les gens le trouvent? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'on arrive à garder les utilisateurs plus longtemps par rapport à avant, etc., etc. Donc, pour ça, pour bien traquer ce qui se passe, on va pouvoir mettre en place certaines choses techniques qui sont très intéressantes. Par exemple, avec la réponse, on met toujours en place du suivi de ce qu'on appelle le tracking. Donc, si on a certains éléments qu'il faut suivre à la loupe, par exemple le clic sur acheter si on a un e-commerce, réserver si c'est un service ou autre. S'il y a certains éléments du site qui sont synonymes de action réalisée et que c'est complètement cohérent avec vos objectifs à vous, il va falloir mesurer ça. Et c'est possible sur un site, on peut mesurer ça, on peut garder sous contrôle ça, et comme ça, on se rend compte, lorsqu'on avance, de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on peut faire des retours en arrière en cas d'erreur, ou au contraire, capitaliser sur les modifications qui nous ont apporté des résultats positifs. Gérer les erreurs 404, oui, ça j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais c'est en activant la Google Search Console, qui est un outil gratuit de Google, que vous pourrez avoir des messages que va vous envoyer Google directement si jamais des erreurs ou des liens cassés sont détectés. Donc, faites-le dès le départ, comme ça vous aurez ces informations régulièrement et vous pourrez les corriger au fur et à mesure que vous avancez. Gérer les redirections, j'en ai parlé tout à l'heure. Ça fait aussi partie des choses qui sont très importantes, notamment au début du lancement de votre nouveau site. Comme il va être découvert assez tard, que assez tard par Google, autant dire à Google qu'il continue d'aller consulter l'ancien site. Et oh, on a tout déplacé, on a déménagé, va découvrir le nouveau site. On va raccourcir tous les process et on évitera la chute des statistiques et une période qu'on appelle très souvent la traversée du désert, qui peut être compliquée et avoir des répercussions négatives sur notre activité. Voilà. Il y a des erreurs de crawl aussi. On a des éléments techniques. Nous, on utilise des bots qu'on appelle qui vont venir scanner votre site comme le fait Google. Donc, si on rencontre des difficultés via des liens qui ne marchent pas, via des éléments flash ou autres qui ne peuvent pas être scannés, on va s'en rendre compte aussi et on va le corriger. Donc, il vaut mieux le corriger en amont plutôt que subir les conséquences ensuite, quoi, en aval, lorsque Google est venu et n'a pas pu prendre certaines informations. Voilà, la Google Search Console, c'est vraiment le moyen de communication qui existe entre le propriétaire du site et le moteur de recherche lui-même. Donc, vous avez Google Search Console, mais vous avez aussi Bing Webmaster Tools qui a vraiment la même interface et la même fonction que Search Console. Donc, on va retrouver les mêmes choses, sauf qu'il est complètement à la ramasse. Mais Google Search Console GSC est super intéressant pour prendre la température et s'assurer que tout fonctionne au niveau de la communication avec Google. Google Analytics aussi est très intéressant. Sa fonction est différente. Google Analytics va mesurer tout ce qu'il se passe sur votre site d'un point de vue consultation des pages, temps passé, navigation, etc. Donc, c'est vraiment de la pure donnée marketing, mais ça va vous aider à progresser aussi sur la durée, en comprenant ce qui se passe lorsqu'on va sur votre site et lorsqu'on navigue dessus. Et Google Tag Manager, GTM, c'est aussi un autre outil qu'on utilise. Alors ça, c'est pour le tracking avancé. Je ne veux pas rentrer en détail, mais en gros, c'est ce qui nous permet aussi de détecter que tel bouton a été cliqué, tel élément a été ajouté au caddie, tel truc, tel truc, tel truc. Voilà, c'est très important aussi dans le cadre du suivi des campagnes de publicitaires qu'on peut faire soit via Google Ads, soit via Google AdGrants. Il y a des sommes en jeu, de l'argent dépensé. Donc, c'est très important de savoir ce qui nous obtient ou pas des conversions. Voilà. Si vous utilisez ces outils, n'oubliez pas qu'il y a quand même des règles à suivre et une réglementation de la CNIL
qui est solide et auquel il ne faut pas passer outre sous peine d'avoir une possibilité d'être mis en demeure. Donc, c'est là qu'intervient le bandeau des cookies, l'acceptation du consentement des utilisateurs pour la captation de ces données. Donc, faites également appel à des professionnels pour gérer ça si vous pensez que c'est pas évident ou que ça va vous demander du temps ou des ressources que vous n'avez pas. Mais il faut faire attention à ça. Voilà. Et au niveau d'Internet, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Il me reste 5 minutes, c'est parfait, je vais y arriver. Au niveau d'Internet, en dehors de votre site web, ben, il va vous falloir trouver d'autres sites qui veulent bien se connecter au vôtre. Ça va être très important parce que votre site est nouveau, entre guillemets, même s'il a hérité un peu de l'ancienneté de l'ancien site, et il reste quand même relativement nouveau puisque c'est un nouveau site. Donc, il va falloir aller chercher des sites qui pèsent sur le web, mais qui pèsent aussi dans la réalité. Par exemple, une chambre de commerce locale proche de ce qu'on fait. Si cette chambre de commerce fait un lien qui pointe vers notre site, immédiatement, notre site va prendre de l'importance aux yeux des moteurs de recherche. C'est comme ça que ça marche. C'est un peu comme les relations publiques, en fait, hein, dans la vie réelle, entre guillemets. Mais c'est ce qu'il faut faire pour son site. Il faut réussir à le coller et à le faire interagir avec d'autres sites qui sont aussi bien que lui, voire plus gros, c'est mieux. Plus important, c'est mieux. Comme ça, il y a ce qu'on appelle le transfert d'autorité qui se fait. Et plus on développe ça et plus on devient un acteur important du secteur d'un point de vue digital, plus on grossit, plus on est visible. Donc, ça fait partie des choses aussi à surveiller. Ça s'appelle, au départ, ça s'appelait l'indice de PageRank. Le mot page vient de Larry Page, un des fondateurs de Facebook. Le PageRank consiste en fait c'est une mesure de notoriété. Tous les sites ont une note. À l'époque, c'était une note sur 10. Maintenant, elle est plus visible, donc on n'y a plus accès. Mais c'est ce qui permet, cette note, en cas de doute, de déterminer qui doit être montré avant l'autre sur une même recherche. Donc, il faut travailler sa réputation en ligne comme on la travaille dans la vie réelle. Et ça paye aussi. Plus on a une note de notoriété qui monte, plus on a un page rank qui monte, plus on sera mis en avant par rapport à d'autres qui ont des page rank inférieurs aux nôtres. Voilà. Gérer le contenu sur la durée, j'en ai parlé aussi, c'est plus on fait vivre un site et plus il sera présent sur les moteurs de recherche. Les gens n'aiment pas trouver des informations qui sont datées et vieilles, qui ont plus d'un an, plus de 2 ans. Donc, ce contenu-là, par exemple, a tendance à disparaître. Google l'a compris et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et il faut penser à un nouveau site pour qu'il ait une vie régulière. Donc faites-le et ça vous aidera, ça vous évitera de tomber dans l'obsolescence, en fait, trop rapidement à ce niveau-là. Lancez aussi, en dehors de votre site, lancez aussi impérativement une stratégie d'acquisition multicanaux. Parce que avec moi, tout le long de ce webinaire, on a parlé d'un seul canal, qui est le canal SEO, positionnement naturel. Mais il en existe d'autres. Démultipliez les possibilités pour que votre site capte plus de monde et que vous puissiez obtenir plus de conversions. Envisagez les campagnes publicitaires, le SEO, envisagez le déploiement d'une newsletter, envisagez le phoning, etc., tout ce qui peut vous amener à votre site. Envisagez d'intervenir sur les forums, envisagez beaucoup de choses. C'est ça l'acquisition multicanal et surtout, derrière chaque canal, dissocier la statistique que vous captez pour savoir quel est le levier qui fonctionne et quel est le levier qui ne fonctionne pas. C'est très important. Voilà, et on a terminé ce webinaire. J'ai toujours ma voix, mais j'en profité pour boire un verre. Donc maintenant, l'espace est donné à l'audience et je te repasse la main, Mégane, si tu es par là. Je suis toujours là. Okay, super. Merci. Merci beaucoup Rémi, en tout cas pour cette formation, toujours très complète, comme toujours, et toujours très, très pédagogue. Alors, en tout cas, si vous avez encore peut-être des zones d'ombre, des doutes, que vous vous questionnez effectivement sur le potentiel du référencement, par exemple, pour votre structure, ou que vous voulez aller plus loin avec justement des petits audits de votre site, donc nous, ça fait partie aussi de notre mission.
on organise des petits rendez-vous, hein, découvertes, des réunions découvertes où justement, Mmh. on fait des audits, hein, de situation, des diagnostics de situation. Donc voilà, si, en tout cas, c'est quelque chose que vous souhaitez, explorer, je vous laisse le lien, pour les petits conseils hein, ici. Puis voilà, à ce niveau-là, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je vais juste vous envoyer ici, une petite enquête, très, très rapide à répondre, en lien avec cette formation-là. Comme on vous le disait, en fait, c'est un nouveau format qu'on a testé. D'habitude, c'est en 2 sessions qu'on organise, cette formation-là. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous faire vos retours, voilà, en ce qui concerne cette formation, le format, les sujets évoqués. Ça nous aide vraiment à pouvoir nous améliorer là-dessus. Et là, j'ai tout dit. Donc effectivement, je vais enlever suspendre l'enregistrement et on va pouvoir passer, à vos questions que j'ai recensées. Hop.